c'est la deuxième séquence de cette matinée. Je vois des visages amis, donc je fais des petits sourires et des bonjours. La deuxième table ronde de cette matinée, ici sur les Rénotalks, c'est rénover. C'est aussi une question de pouvoir d'achat. On l'a un peu abordé hier avec le sujet de la cohésion sociale. Ce qui revient systématiquement, c'est que vous avez vu que parfois le reste à charge est trop important pour les ménages et que c'est un vrai frein pour atteindre nos objectifs de rénovation globale et performante avec les dates et le calendrier que le gouvernement nous a fixés. Et il y a beaucoup de collectivités et d'associations qui ont déjà pris en main ce sujet pour essayer de soutenir par des solutions d'accompagnement et de financement. Pour en parler, j'appelle nos trois intervenants de choc et de charme à me rejoindre sur scène. Alice Morcrette, Alessal et Franck Billot, merci de me rejoindre. Donc Franck Billot, vous êtes fondateur du réseau Éco Habitat. C'est une association qui a été créée en 2014 en région Hauts-de-France. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Alice, bienvenue. Alice Morcrette, vous êtes directrice à la Régie régionale du service public de l'efficacité énergétique des Hauts-de-France. Et Alessal, vous êtes directeur du programme France Rénov'. Gros job, directeur de France Rénov'. Merci à tous les trois. Alors, ce sujet du reste à charge des ménages, ça reste quand même un peu le nerf de la guerre. On peut parler technique, on peut parler financement, on peut parler urbanisme. Il y a quand même cette question financière. Alessal, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un portrait robot de qui un petit peu a demandé ma prime rénov', les bénéficiaires de ma prime rénov' jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées à la campagne dans des maisons individuelles? Est-ce que c'est des jeunes ménages en centre-ville? Quel type de gens demandent ma prime rénov'? Alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a sur ma prime rénov' des profils qui sont finalement assez marqués depuis le début de la prime en 2020. Donc principalement, et en fait les 2 tiers de nos bénéficiaires sont des publics aux revenus modestes et très modestes, qui sont effectivement plutôt dans des secteurs d'habitat pavillonnaire, à la fois en secteur rural ou en zone périurbaine, sur des profils plutôt de propriétaires âgés. Et donc, c'est vrai que ce profil-là se dégage très fortement sur ma prime rénov'. Après, on a d'autres aides portées par l'ANA qui vont concerner d'autres territoires, à la fois sur les centres urbains dévitalisés, les centres anciens dégradés, qui vont du coup permettre aussi de traiter les questions de copropriété, du parc locatif privé également. On va trouver d'autres typologies de propriétaires, mais c'est vrai que l'ADN de l'agence est vraiment de travailler sur les ménages aux revenus les plus modestes et qui sont dans les habitats les plus dégradés. Donc c'est ce qui se dessine comme ça. Alors Franck Billot, j'aimerais bien que vous nous disiez comment fonctionne ce réseau Éco-Habitat, à qui ça rend service et comment vous accompagnez les ménages avant de... Bonjour, donc Réseau Éco-Habitat, comme son nom l'indique, est un réseau, donc on ne fait rien tout seul. On s'appuie sur des bénévoles, en fait, qu'on appelle aussi tiers de confiance, qui vont identifier des ménages. On va aller chercher l'ensemble des dispositifs publics, privés, pour arriver à financer 90-95% d'un programme de travaux. Et on va aller chercher en fait, des artisans, des fournisseurs de matériaux, à qui on va aussi demander parfois un petit effort financier et de bien vouloir travailler, intervenir chez des gens qui sont en grande précarité. Et notre public... donc ce sont des gens très très modestes. Il faut imaginer donc des gens qui vivent avec en général en fait 10 000 € de revenus fiscal de référence à l'année. Donc des gens qui sont sous le seuil de pauvreté et dont le logement, pour les 3 quarts des situations qu'on accompagne, sont des logements dits très dégradés, voire insalubres. Donc c'est même plus des F et des G sur le diagnostic de performance énergétique, c'est de l'insalubrité oui, totale. Oui, là c'est KLM, NOPQ. Oui, on est dans les XYZ. Ah, absolument. Même question qu'à Alessal. Alors le type de ménage que vous accompagnez, est-ce que ce sont des ménages avec des enfants? Est-ce que c'est des personnes âgées? Alors, on pourrait dire 50-50. Donc 50% sont des familles ou sont des couples avec enfants ou retraités. Et 50% en fait, sont des gens en fait, retraités. Et souvent, ce sont des personnes qui ne vont pas
vers les dispositifs de droit commun, qui ne vont pas en fait rencontrer le guichet France Rénov parce qu'ils ne s'imaginent pas que c'est possible de pouvoir rentrer dans un programme de rénovation de travaux. Alors Franck Billot, sur ce sujet-là, comment vous les sourcez, ces familles? Parce que c'est très difficile d'aller contacter des associations pour parler de sa pauvreté, j'imagine, ou de sa précarité. Est-ce que c'est vous qui allez vers eux? Et est-ce qu'il ne faut pas créer d'abord peut-être une relation de confiance avec eux pour que vous puissiez ensuite être efficace? Alors en effet, on a un truc qui coûte pas cher. En fait, ce sont des bénévoles. Donc des gens qui ne coûtent rien en fait à la société et des bénévoles en fait qui sont engagés dans des associations caritatives. Donc notre principal réseau aujourd'hui, c'est le Secours catholique. Mais il y a un vrai travail de sensibilisation à faire auprès de ces bénévoles pour leur dire, en fait, de manière très caricaturale, plutôt que, vous pouvez donner un colis d'aide alimentaire, vous pouvez donner en fait un chèque à EDF, Engie et Total pour payer une facture d'impayé d'énergie, mais en fait, il y a des dispositifs qui existent et essayer de convaincre ces personnes que c'est possible de travailler en fait un projet d'amélioration de leur habitat pour leur permettre en fait demain de faire des économies d'énergie ou de vivre tout simplement mieux dans leur logement. Donc on pourrait dire que le modèle, c'est un peu ces équipes de bénévoles qui font comme du porte-à-porte pour aller auprès de ces familles et pour leur dire toc toc, voilà ce qui existe, on peut vous aider. Et est-ce que c'est évident? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ferment la porte parce qu'ils se sentent... Alors, un bénévole, par définition, c'est pas un travailleur social. Donc ça fait pas peur en fait aux familles qui ont des enfants qui se disent on va m'enlever les gosses. On va m'enlever les gosses si on voit dans quoi je vis. Et en fait, c'est pas un travailleur social non plus pour des personnes retraitées qui se disent si on voit dans quoi je vis, on va me mettre en EHPAD. Donc donc aussi il y a beaucoup de méfiance. Ça veut dire qu'il y a de la défiance et de la méfiance. De méfiance, et c'est la raison pour laquelle les gens n'envisagent pas, n'osent même pas rêver que c'est possible de faire des travaux. Et par définition, le tiers de confiance, c'est la personne qui est bienveillante, qui n'a aucun intérêt ni économique, ni financier, ni en termes de droits pour les personnes. Et elle peut, du coup, générer en fait cette petite part de rêve, cette fantaisie, cette possibilité de croire que c'est possible de faire des travaux parce que le bénévole, il peut raconter des histoires, des vraies histoires. Sans qu'on ait peur Sans qu'on ait peur parce que le bénévole, il connaît une dame qui s'appelle Ginette ou Françoise et qui a déjà en fait réalisé des travaux de rénovation énergétique. Vous avez accompagné combien de familles éco-habitat? Pas suffisamment. Non, c'est pas... je viens... Mais si c'est 120. En fait, on a accompagné 120 chantiers en fait, de rénovation en moyenne de 60 000 euros de travaux sur la région de France. Et donc vous aimeriez bien, je suppose, que ça soit plus de familles accompagnées, plus de budget. Paris, c'est pas fait en un jour. Non, bien sûr. Il n'y a pas de petits gestes. Alice Morcret, alors vous êtes directrice de cette régie et j'aimerais... alors, déjà, quel type de famille ou de profil vous rencontrez, mais aussi qu'on parle de financement avec ce sujet du tiers financement. Alors nous, on est un service public régional et on s'adresse en fait à toutes les familles. La porte d'entrée, c'est être propriétaire. Donc on va avoir dans les ménages qu'on accompagne des ménages plutôt aisés, des ménages modestes, très modestes au sens de l'ANA, mais aussi parfois un peu de ménages qui sont accompagnés aussi par Réseau Cohabitat. Le tiers financement, c'est finalement la mise en œuvre de financements adaptés pour des travaux de rénovation qui vont être encadrés et maîtrisés. Donc ça nous permet d'accompagner techniquement les ménages pour ne pas avoir peur des artisans, de la gestion, etc. Et puis ça nous permet de leur donner des modes de financement qui vont être possibles pour eux. Alors qu'est-ce qui est possible pour eux? On connaît les dispositifs d'État avec MaPrimeRénov', etc. Est-ce qu'il y en a d'autres que les ménages ne connaissent pas? Alors, le tiers financement, ça en fait partie. Ouais. Donc nous, on a une structure qui faisons du prêt aux ménages, et notamment aux ménages qui n'ont pas accès au circuit bancaire. Les ménages modestes ou très modestes, les ménages de Franck, quand ils vont voir leur banque pour avoir 150 € de mensualité, ça ne fonctionne pas en fait, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Donc nous, à la différence des banques, ce qu'on va dire, c'est qu'on fait une étude énergétique, on va maîtriser le programme de travaux, et les économies d'énergie qui vont être générées, on va considérer que c'est une vraie ressource. Donc en fait, ces économies d'énergie, c'est ça qui va alimenter ensuite le prêt? C'est ça, tout à fait. Un programme moyen chez nous, c'est à peu près 52 000 € de travaux, 25 000 € d'aide et un financement qui peut être soit un éco-PTZ, soit un autre type de financement sur 20 ans, donc assez long, qui va demander une mensualité qui est environ de 135 €. Et est-ce que cette mensualité, elle est couverte par les gains? Enfin, parce que
le tiers financement, ça suppose qu'on peut présenter au départ en amont au ménage l'économie qu'il va réaliser à la suite de ses travaux de rénovation. Est-ce que c'est facile ça d'avoir une vision claire au départ? Alors il faut avoir confiance dans l'étude, dans l'évaluation qu'on fait, mais on fait toujours une évaluation en fonction de l'usage et des vraies factures du ménage. Et une fois qu'on a calé tout ce process, effectivement, on a une confiance assez bonne sur les économies d'énergie qui sont en moyenne pour 52 000 euros de travaux, effectivement assez proches de 125-150 euros. Donc on a pour beaucoup de ménages une vraie capacité de remboursement grâce à ces économies. Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas plus généralisé, ce système de financement? On a beaucoup parlé des aides de l'État. Alors là, il y a un flux d'argent public qui est réinjecté sur le projet de la rénovation globale. Évidemment, certains trouvent que ce n'est pas assez, que ça ne va pas assez vite. Et de l'autre côté, les dispositifs bancaires ne sont pas forcément faciles d'accès. Comment ça se fait que ce système de tiers financement, on ne puisse pas le généraliser de façon massive? Alors, on aimerait bien le généraliser. Alors, il y a déjà une problématique de connaissance. Effectivement, on est une très bonne intégration dans France Rénov, dans les services publics de la rénovation, nous permettrait effectivement peut-être d'être beaucoup plus visible. On est une petite structure, on ne communique pas de manière nationale. Vous avez besoin d'un porte-voix. Voilà. Donc, on a besoin d'un porte-voix. Merci. Il est là. Et Lana de peut-être nous le donner bientôt. On a aussi besoin, franchement, de simplification. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on simplifie à la fois les aides, mais aussi tout le cadre réglementaire autour des financements. Parce que c'est un peu la confusion, c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de dispositifs qui sont existants, parce que tout le monde n'a pas accès à tout. Par exemple, les sociétés de tiers financement, aujourd'hui, on ne peut distribuer qu'un seul éco-PTZ, on ne peut pas avoir accès aux fonds de garantie qui pourtant nous permettrait de prêter beaucoup plus simplement aux ménages les plus précaires. Enfin voilà, et donc c'est tout un ensemble de cadres réglementaires qui nous fige un petit peu. Et puis on a besoin de ressources financières. Aujourd'hui, notre refinancement, donc on prête aux ménages avec un refinancement de la Banque européenne qui nous coûte cher. Et on a besoin. Ah oui, donc ça vous coûte de l'argent. Voilà, donc on a besoin d'avoir des refinancements beaucoup plus simples. À l'ESSAL, moi j'ai une question parce que le chiffre est quand même un peu surprenant. 58% des propriétaires occupants des passoires thermiques ont des revenus intermédiaires et élevés. C'est-à-dire qu'on imagine une corrélation finalement entre la précarité et la précarité tout court, la pauvreté. Et en même temps, il y a des gens qui sont classe moyenne et qui vivent dans des passoires thermiques. Est-ce qu'il n'y a pas des fois un peu des paradoxes aussi? Il y a des propriétaires qui sont très pauvres et qui vivent dans des passoires thermiques, il y a des gens de la classe moyenne. C'est un peu paradoxal. En fait, le sujet, il est double. Il est à la fois sur la question de l'éradication des passoires thermiques et sur la lutte contre la précarité énergétique. Il y a des territoires où ça se confond. Il y a des territoires où il n'y aura pas forcément une corrélation totale. Pour autant, on doit vraiment traiter ces deux sujets. On a plus de 5 millions de passoires thermiques sur le territoire. On a plus de 12 millions de personnes qui vivent une situation de précarité énergétique et pour un certain nombre d'entre eux, des situations qui sont celles que Franck a pu décrire tout à l'heure. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir traiter ces deux volets de la problématique. Donc à la fois la résorption des passoires et la lutte contre la précarité énergétique. Effectivement, on peut s'étonner de ces chiffres-là, mais ça montre bien l'ampleur du défi que nous avons à relever. Et tout à l'heure, ce qui était intéressant dans le propos de Franck, c'était finalement la méfiance qu'un ménage peut ressentir face à finalement un certain nombre de freins, d'obstacles qui sont de diverses natures sur le fait de s'engager dans un projet de travaux. On a parlé du frein financier, il y a des freins psychologiques aussi, il y a des freins qui sont sociaux également. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de faire rentrer quelqu'un chez soi quand on est dans ces situations-là? Est-ce que c'est une méfiance envers l'administration en général parce que ça fait peur? Je pense qu'il y a plusieurs types de freins qui peuvent effectivement générer cette réticence à s'engager. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir un service public qui rassure, qui met en confiance, qui sécurise sur le fait qu'on ne va pas se faire arnaquer, qu'on n'est pas face à des gens qui vont essayer de finalement se faire du beurre sur notre dos et qui en plus ne sont pas effectivement dans le jugement
humain, mais plutôt dans la recherche de solutions et dans un accompagnement qui soit le plus adapté à la situation des ménages. Donc il n'y a pas que la question financière, il y a tout ce qui est associé, il y a le côté Exactement. psychologique. Alors Franck Billot, justement, sur ce point-là, parce que c'est votre activité, au-delà du pouvoir d'achat, c'est quoi les bénéfices concrets que vous avez pu observer d'une rénovation énergétique auprès des ménages que vous avez accompagnés? Parce qu'on aime bien les belles histoires aussi. Donc est-ce que ça change leur vie que économique ou ça a des impacts sur d'autres aspects de leur vie? Alors ça peut changer la vie économique quand des gens consommaient du chauffage et vont faire des économies d'énergie. Il y a des gens qui consomment plus de chauffage. Donc c'est pas sûr, en effet, ils vont pas forcément gagner en euros. Par contre, je peux vous raconter l'histoire d'Elisa. Elisa et son mari étaient sans emploi au moment de déposer leur dossier à l'ANA. Et dans l'accompagnement qu'il y a eu, le programme de travaux qu'il y a eu, aujourd'hui, Elisa non seulement a retrouvé du travail, son mari a retrouvé du travail et Elisa est conseillère municipale dans sa commune. Donc c'est pour vous dire... Comment vous faites la corrélation entre les travaux qu'ils ont faits et leur remise sur le marché de l'emploi? D'une situation où les gens vivaient en fait dans leur coquille d'escargot complètement refermée sur eux-mêmes, cachés. On a des gens qui retrouvent du travail, qui en fait vont reconstruire en fait un projet de vie. On a une dame qui nous dit, ça c'était Hélène, qui dit ma fille revient à la maison chez moi le week-end parce qu'elle peut prendre une douche comme elle est étudiante. Avant elle venait plus parce qu'il faisait froid. On a des personnes âgées qui disent j'ai retrouvé en fait le plaisir d'accueillir mes enfants, mes petits-enfants. Donc il y a toute une vie en fait sociale qui se recrée auprès de ces personnes. Donc on a cette précarité énergétique, les gens, c'est même pas qu'ils ont trop froid ou trop chaud, c'est que ça les isole, ça coupe leur vie sociale, leur vie familiale. Absolument, ça les recroqueville complètement. Ils se ratatinent un peu sur eux-mêmes. Et absolument. Et je pense en fait aussi à une dame en fait qui n'a plus d'oxygène, qui n'a plus besoin d'oxygène liquide à partir du moment où elle a fait des travaux de rénovation énergétique, parce que auparavant elle avait plein de problèmes d'asthme, de bronchite. Donc les questions de la rénovation énergétique, c'est pas qu'une question technique et d'économie d'énergie, c'est aussi une question en fait sociale et je veux dire de projet de société, parce que le mieux habité fait que des personnes se réinscrivent dans un projet de société là où elles vivent, dans un environnement qui est le leur. Alors les mots qu'on utilise, c'est le pouvoir de vivre, le retour vers l'emploi, c'est des choses qui peuvent être associées à la rénovation, où c'est pas que technique et c'est aussi humain. Alice, est-ce que vous l'observez, vous aussi, cet effet rebond, comme on dit chez les familles qui ont été accompagnées, avec des gains qui vont au-delà de purement être bien chauffés ou bien isolés? Bien sûr, d'abord on a clairement un effet confort, ça tout le monde le dit, quels que soient les travaux qu'on fait, les maisons sont plus confortables. Et puis tous les effets dont parle Franck, ce sont des effets qu'on voit tout le temps. Des enfants qui réinvitent des jeunes chez eux, qui revivent. Oui, on peut inviter les copains. Tout à fait. Et puis des artisans aussi qui retrouvent confiance dans leur métier, parce que certains artisans ne peuvent pas accompagner ces ménages en difficulté parce que financièrement ils ne peuvent pas avancer les travaux, ils n'ont pas forcément confiance sur le fait que de récupérer et d'avoir des impayés. Nous, on se met en maître d'ouvrage délégué, c'est nous qui allons payer les artisans, donc on peut leur redonner, en fait on peut leur permettre d'aller chez ces ménages en toute confiance, d'être payés et de réaliser des travaux. Et ça leur donne vraiment, en tout cas à ceux qui travaillent chez les ménages les plus précaires, le sentiment d'être utile et d'apporter aussi à la société. Et je pense que c'est aussi important de regarder cet aspect-là. Alors sur le côté numérique, parce qu'il y a quand même ces plateformes qui sont plutôt bien faites avec un point d'entrée unique, on avait quand même le sujet de la fracture numérique à un moment donné dans notre pays, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas reliés, qui ne sont pas sur le web. Comment on fait pour les impliquer quand même dans la démarche là? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il faut leur montrer comment faire? C'est une question pour vous deux. Oui, alors je commence puis je te donne la parole. C'est vrai que les espaces France Rénov', les guichets uniques, on a besoin d'avoir des espaces où les gens peuvent aller pour avoir l'information en direct et pas seulement sur Internet.
Moi, mon sujet, c'est surtout les demandes d'aide qui sont toutes en dématérialisé aujourd'hui. Pour être très clair, sur la plupart des dossiers, on les fait pour le compte des C'est ce ménages. que j'allais vous dire, en fait, ils vous font à côté voilà. de la personne avec un ordi et le faire Parce avec que elle. les ménages, on accompagne aussi beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas d'adresse mail et qui ne peuvent pas s'inscrire. Juste, on doit effectivement les acculturer à tout ça et c'est nécessaire. C'est vraiment, ça fait partie du service. Allez, Fall, sur la partie accès au numérique. Oui, là-dessus, déjà, vraiment, le premier message, c'est d'aller voir France Rénov', d'aller voir un guichet. On en a plus de 550 sur l'ensemble du territoire national, partout en France, en métropole, en Outre-mer. Donc c'est important de savoir déjà qu'il y a un point espace d'entrée physique où on peut voir un humain. On peut se rendre, effectivement, et avec un enjeu aussi pour nous de travailler avec le réseau sur l'aller vers les gens, de se rendre chez eux, de pouvoir véritablement être dans une proximité la plus forte possible. Et après, sur la question de l'inclusion numérique, effectivement, on est dans un mouvement de dématérialisation des procédures, des démarches administratives qui, pour le coup, ne va pas s'arrêter. Ça, c'est sûr. En revanche, la question, c'est comment on fait pour embarquer ceux qui sont éloignés du numérique. Et pour ça, on est en train de développer un partenariat qui va se lancer à partir de 2024 avec le réseau France Service, justement pour aider les personnes qui sont dans une démarche de rénovation de leur logement à pouvoir bénéficier d'un service d'intermédiation numérique, d'avoir des gens qui concrètement les aident à créer un compte. Exactement. C'est prévu d'avoir des actions spécifiques envers ces publics-là. Tout à fait. Franck Billot, c'est le thème de notre débat, de notre table ronde. Le thème, c'est pouvoir d'achat. De quoi on se prive dans son pouvoir d'achat familial quand on est mal chauffé, mal isolé, ou qu'on habite dans un logement totalement insalubre? Est-ce que c'est sur la nourriture? Est-ce que c'est sur... Alors, c'est quoi les impacts? Ça peut être sur la nourriture, mais ça peut être aussi du coup sur les sorties, sur la culture, sur le fait de sortir de chez soi pour être en relation avec d'autres, on l'a dit. Ça peut être sur la santé. Donc à un moment, je pense à Liliane tout particulièrement, qui en fait n'avait plus de carte vitale, qui ne soignait plus en fait ses yeux, qui avait des problèmes de diabète, qui avait pas non plus qui avait des problèmes de mobilité, de transport, mais le fait de ne plus sortir et ne plus rencontrer ses voisins, elle était en fait en situation de mauvaise santé. Donc c'est vraiment de tout cela que les gens en fait se privent. Oui. Alors, parmi les gens que vous accompagnez, est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, je crois que ça s'appelle le paradoxe, je ne sais plus comment ça s'appelle, des gens qui sont propriétaires de leur maison, mais qui n'ont pas du tout les moyens de l'entretenir et qui vivent dans un lieu complètement insalubre alors qu'ils sont propriétaires. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans ceux que vous accompagnez, ou est-ce que c'est une toute petite partie? On voit souvent des situations où on nous dit c'est des gens qui sont diogènes, donc qui accumulent tout un tas de choses. Finalement, c'est quand on stocke les cartons de pizza, les poubelles, les magazines. Ça arrive. En fait, ça arrive. Mais le fait de pouvoir enclencher des programmes de travaux chez eux, on a vu que l'inverse était possible. Alors on nous dit que les vrais diogènes... Excusez-moi, mais là c'est une pathologie psychologique. Oui, donc là, du coup, vous n'avez quand même pas le pouvoir de résoudre... Non, mais on a vu en fait des situations où des gens sont devenus coquets. Donc, oui, d'accord. Parce que du coup, le fait de remettre du propre et du neuf, y compris en allant accompagner jusqu'aux travaux de finition, on a vu des gens, je pense à Ginette notamment, qui avaient... au bout de 5 ans, refait sa cuisine parce qu'elle tenait en fait à une peinture qui soit propre, alors que pendant des années, en fait, elle vivait dans un état d'insalubrité. Donc l'inverse c'est vrai. Donc c'est-à-dire que remettre de la dignité dans le logement des gens, ce sont des personnes en fait qui vont vivre en fait différemment. Alors je me fais un peu l'avocat du... Non, je ne suis pas du diable, non, pas forcément. La question du logement, elle est périodique dans l'agenda politique. Il y a eu une période, l'abbé Pierre Hébert 54, il y a eu la période Les enfants de Don Quichotte, Augustin Legrand. Puis il y a des moments où la question du logement, elle part un peu comme ça. Est-ce que ce grand projet de rénovation nationale, global, ambitieux, est-ce que ça ne remet pas la question du logement au cœur de l'agenda politique? Clairement, après, Elle n'est pas facile celle-là. Hein. Non, c'est pas ça. Mais je dirais pas que la question du logement est un sujet intermittent dans le débat public. C'est plutôt
en fait des faits internationaux qui vont rendre de plus en plus aiguë la question de traiter du logement et du mal logement en particulier. Ce qu'on a constaté avec l'agression russe en Ukraine, avec le renchérissement des coûts de l'énergie, l'inflation que ça a accentué, c'est véritablement une inquiétude des ménages, des propriétaires sur le fait de s'engager dans des travaux de rénovation, quand bien même les économies d'énergie que ces travaux généreraient permettraient de réduire leurs factures et du coup de mieux maîtriser leur budget. Parce que en fait, on est aussi sur des sujets que faire des travaux, ça coûte cher. Et en fait, c'est souvent quand on veut faire des travaux qui sont les plus performants, du coup, un programme de travaux qui est plus ambitieux ou qui va générer plus de types de travaux que ce qu'on voulait faire à la base. Donc ça aussi, c'est un véritable enjeu d'accompagnement pour bien être au clair sur le fait que il y a des gains substantiels, il y a des gains réels, que finalement les pouvoirs publics sont là aussi pour aider. Et quand je dis les pouvoirs publics, c'est évidemment l'État avec l'ANA et également les collectivités territoriales. C'est important d'en parler parce que la régie du SPE Hauts-de-France, dans son nom, il y a oui, mais je tiens à le dire parce que pour le coup, ce sera avec plaisir. Mais c'est que l'ADN de l'ANA, c'est de travailler avec les collectivités. Et c'est grâce aux collectivités et à la coopération avec l'ANA qu'on a un service comme France Rénov', qu'on a des services comme la régie du SPE en Hauts-de-France, qu'on a des opportunités de développer avec le réseau Ecohabitat des interventions partout sur le territoire, je l'espère bientôt, Franck. Et donc finalement, par rapport à la question que vous posez, en fait, aujourd'hui, plus que jamais, la question du logement est fondamentale et centrale dans les politiques nationales et locales, mais ça s'inscrit véritablement dans une continuité et qui est encore plus aigu aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le temps politique, c'est un temps long, donc forcément, ça va mettre un certain nombre de mois à s'installer. Franck Billot, vous, avec Ecohabitat, les banques n'ont pas tellement d'offres, enfin pas tant que ça en tout cas, d'offres de financement sur ces sujets de rénovation. C'est compliqué de convaincre des banques ou des organismes financiers de faire confiance à des familles non solvables. Vous avez trouvé le moyen ? Dit crûment, les pauvres font peur aux banquiers parce que c'est une menace de ne pas rembourser. Et en fait, il y a une complexité financière souvent dans les dispositifs. Il y a une peur sur l'avenir, sur le long terme, de s'engager avec son banquier, de ne pas pouvoir en fait rembourser. Je prends l'exemple même d'un monsieur qui disait: prenez l'argent que je viens de recevoir de l'ANA parce que j'ai peur que mon banquier me fasse une saisie pour utiliser, pour rembourser, je ne sais pas quoi, un autre prêt, un crédit à la consommation. Donc il y a aussi cette confiance en fait. Je parlais en fait de la peur des assistantes sociales et des entreprises, mais la peur du banquier est en fait une réalité. La peur de la saisie, la peur qu'on nous préempte. Alors exactement. On parlait d'hypothèque aussi. Tout à l'heure, quand on était un petit peu avant, je crois qu'il y a certaines conditions pour avoir des prêts à la banque. Exactement. On vous demande d'hypothéquer la maison. Oui, absolument. C'est le prêt avance rénovation. Les gens en difficulté voient bien la complexité des prêts. Par contre, ils ont bien compris un mot qui est compliqué pour moi, mais c'est hypothèque. Et l'hypothèque fait peur dans le sens où les gens se disent: il me reste plus qu'un bien, finalement, c'est ma maison, et demain, elle peut être piquée par le banquier. Donc, ça, le fait même de perdre le seul bien qui leur reste et de même pas pouvoir en fait le transmettre à leurs enfants, c'est un blocage absolu pour des personnes se projeter dans l'avenir et le fait de pouvoir même réaliser des travaux. Alice Morcrette, sur ce point, ce prêt pour les travaux de rénovation conditionnés par l'hypothèque de la maison, on peut imaginer que ce mot-clé, hypothèque, quand on est très précaire, c'est un mot qui doit être surangoissant. Bien sûr, c'est angoissant. C'est toujours angoissant de faire un prêt pour eux, de toute façon, quel qu'il soit hypothéqué ou pas. Ils ont toujours la peur de ne pas pouvoir le rembourser. Nous, à la régie, du coup, on se met vraiment dans une approche très, très sociale et humaine, c'est-à-dire que quand il y a un impayé, on passe du temps avec la famille pour comprendre pourquoi, pour leur permettre de rembourser peut-être avec un étalement, des choses comme ça, pour aménager les impayés pour qu'ils soient plus faciles à rembourser. Parce que oui, ça arrive, bien sûr. Et puis il y a la question peut-être du surendettement. Il y a peut-être des ménages qui ont déjà contracté 1 ou 2 ou 3
Oui, alors les ménages surendettés, on ne peut pas oui, faire grand-chose oui, pour eux, on ne peut pas les aider malheureusement. Ça, il faut d'abord les aider à résorber leurs dettes et à avoir une situation plus saine, parce qu'il y a des fois, on n'est pas On en peut pas le faire. capacité de financer. Et c'est là qu'on va chercher des aides complémentaires, parce que des fois, avec les seules aides de l'ANA, le reste à charge est trop important, mais les aides de la Lesquelles, par Fondation exemple? Abbé Oui. Pierre, Aide-moi Franck. Allez, un quiz sur les aides. Les caisses de retraite, les groupes de Voilà. protection sociale, les Oui. fondations en fait privées, Voilà. donc Les fondations d'entreprise, elles oui, peuvent- bien oui, sûr. C'est Donc, ça, qui peuvent absolument. permettre de réduire le reste à charge de manière telle que ça devient effectivement possible pour ces ménages-là, parce que nous, on fait des prêts des fois pour 2 000 euros. Oui. Parce que le reste à charge de 2 000 euros, la famille ne peut pas l'avancer. Alors, est-ce que, Monsieur Fall, quand vous entendez tout ça, vous voyez bien quand même l'ampleur de la tâche. Ceux qui disent, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est trop compliqué d'avoir accès, qu'il y a trop de papiers, trop de paperasse, on ne s'y retrouve pas? Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Je ne sais pas moi. Hein, Non, mais je leur dis qu'ils ont raison, mais sur plusieurs aspects. Déjà, ils ont raison parce que rénover son logement, c'est un acte complexe. Ça suppose, je pense qu'avec la discussion qu'on vient d'avoir, on voit bien toutes les dimensions qui sont en jeu quand on doit rénover son logement. Ensuite, on est effectivement sur un sujet qui va nécessiter de prendre du temps pour faire mûrir un projet, pour pouvoir le réaliser. Et donc là aussi, il y a un enjeu d'accompagnement sur la durée. Avec France Rénov', avec les différents dispositifs qui existent en complément, on a évoqué les sociétés de tiers financement. Il y a mon accompagnateur Rénov' qui arrive prochainement. Et derrière, c'est un enjeu aussi de se dire qu'on distribue de l'argent public. Et donc, c'est normal qu'il y ait un certain nombre de garde-fous et de verrous qui soient mis en place pour éviter justement que ce soit une aubaine pour des margoulins. Et on voit bien que malgré tous les verrous qu'on met en place, ils sont quand même très créatifs sur la capacité. Les margoulins sont toujours prêts à rebondir. D'ailleurs, votre C'est directrice générale, Madame Mancret-Taylor, hier disait, donc directrice générale de l'ANA, oui, il y a des paperasses et des choses à donner pour pouvoir bénéficier d'argent public, mais on ne commande pas une pizza. Donc c'est quand même normal, quand on demande des milliers d'euros d'argent public, qu'il y ait une contrepartie, qu'on vous demande des justificatifs. C'est ça, absolument. Après, quand on dit tout ça, ça ne dédouane pas non plus de la responsabilité collective qu'on a, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités, d'avoir des dispositifs qu'on simplifie le plus possible pour faire en sorte que l'accès aux aides et aux outils qui sont proposés par les pouvoirs publics soit facilité. Et donc ça, pour le coup, c'est un travail effectivement qu'on continue de poursuivre. C'est pour ça qu'on développe également une amélioration des dispositifs d'aide, une simplification, notamment dans l'articulation avec les certificats d'économie d'énergie autour de MaPrimeRénov'. C'est pour ça qu'on développe l'offre d'accompagnement avec mon accompagnateur Rénov'. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les collectivités pour renforcer les synergies et l'articulation entre les aides locales et les aides nationales. Et donc tout ça, ça participe de cet effort de simplification. Mais on n'y est pas encore. Il y a vraiment encore du travail devant nous. C'est un processus en cours d'amélioration. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce que propose Alice Morcret, ce système de tiers financement, est-ce qu'il pourrait y en avoir plus, peut-être? À mon sens, c'est souhaitable. En fait, c'est une solution qui existe dans plusieurs territoires, qui montre ses effets positifs. Après, effectivement, ça aussi, ce sont des dispositifs qui prennent du temps à s'installer, qui prennent du temps pour trouver les modalités de rendre rentable, entre guillemets, le modèle pour qu'il puisse s'autosuffire. Oui, pour dupliquer le modèle, Exactement. Il faut trouver un modèle, il y a un modèle pérenne économique et qui soit, pérenne à mettre en place. Et qui soit rentable. Et donc, nous, on a besoin, clairement, en fait, de pouvoir simplifier le parcours de l'usager sur toutes les dimensions. Donc, à la fois sur l'information, le conseil qu'il va recevoir, sur l'accompagnement, sur le financement. Et clairement, le tiers financement, c'est une solution extrêmement intéressante et pertinente pour réussir à faire ce travail-là. Mais on a aussi besoin des acteurs économiques, des banques, des artisans, des professionnels. Tous ensemble. Exactement, pour y arriver. C'est ça. Franck Billot, votre mot de la fin, si là, vous avez une tribune. Alors, il y a des gens qui sont des techniciens, des urbanistes, des architectes. Votre mot de la fin sur votre modèle éco-habitat et sur ce sujet de la précarité énergétique.
Moi, je résume tout en un mot. Donc, c'est confiance, c'est-à-dire avoir la foi ensemble ou se fier ensemble, comme on se fiance. Et donc, ça sera la question en fait vraiment de contrat de confiance entre des acteurs associatifs pour identifier, des partenaires publics et privés pour financer, et tout le secteur en fait du bâtiment qui doit travailler aussi en confiance sur des parcours en fait de financement et des dispositifs pérennes. Donc confiance. Alice Morcrette, votre mot de la fin? Là, c'est un piège parce que Un je piège. trouve qu'il est... Non, mais alors, en plus, Franck a... Il est super, Franck. Il est hein. super, Il envoie voilà, et tout, il est convaincu. Ce mot de confiance, il est très bien. Et Ça du coup, moi, j'ai juste envie de dire que j'ai confiance. J'ai confiance qu'on va y arriver, que l'ANA va nous proposer des choses qui vont nous permettre effectivement de simplifier et que ce sera vraiment un élan collectif qui va nous permettre de réussir. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette table ronde sur le pouvoir d'achat. Merci à Lessal, Alice Morcrette et Franck Billot. Eh ben non, merci à vous, merci à vous.